The Assembly will hear an address by His Excellency Charles Michel, President of the European Council of the European Union. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome to the United Nations His Excellency Charles Michel, President of the European Council of the European Union, and to invite him to address the Assembly. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Nadia Mourad est née en Irak. Nadia Mourad est yézidi. Et le 15 août 2014, sa vie va basculer. Des djihadistes attaquent son village. 6 parmi ses frères sont assassinés sous ses yeux. Pour la dernière fois, elle verra sa mère ce jour-là. Elle sera capturée pour devenir une esclave sexuelle et elle subira les sévices les plus immondes. Elle finira par s'échapper. Aujourd'hui, Nadia Mourad est prix Nobel de la paix et elle se bat sans relâche pour les droits et la dignité des femmes. Et je veux, à cette tribune, citer les propos qu'elle exprimait il y a quelques jours à peine. Aujourd'hui, nous voyons le prix des conflits marqués sur les corps des femmes en Irak, en Afghanistan, dans le Tigré et dans tant d'autres endroits. Tant de potentiel est perdu lorsque l'on ignore le pouvoir des femmes dans la prévention des conflits et la reconstruction des communautés. Fin de citation. Mesdames et messieurs, j'ai rencontré Nadia Mourad. J'ai vu dans ses yeux toute la force de l'humanité. J'ai entendu dans la douceur de sa voix une absolue détermination. Elle a décidé de puiser dans le drame et dans l'infinie souffrance une force inébranlable pour transformer le monde. Et c'est habité par l'inspiration de Nadia Mourad que je m'adresse à vous aujourd'hui. Ladies and gentlemen, the European Union was forged by Europeans like an irrepressible surge of dignity and freedom after 2 bloody world wars. Today, we face another turning point in human history because we are entrenched in another war, a global war. And this global war has no opposing sides, no armies, no land is lost or conquered. Yet, this war destroys lives, brings countries to their knees, and unimaginable suffering to families. Ladies and gentlemen, I'm talking about the war that we humans have waged against nature. We have tortured our planet, abused our natural resources. We have committed acts of war against our environment. And now, nature is fighting back, bringing us back to our senses, back to humility. No one can say, I didn't know. For decades, scientists have sounded the alarm, but their warnings fell on deaf ears. We turned away so as not to see, and today, the shock is brutal. We are reaping what we have sown. The fires that have devastated Australia, the droughts that have ravished Africa, the floods that have scarred Europe, and the hurricanes that have battered the United States. There is another scourge that has afflicted our planet for nearly 2 years. This also predicted by science, COVID-19. It has killed 4.7 million people and shattered the lives of billions more. But this pandemic has also led us back to the essential, life and human dignity. And to safeguard these, we have taken exceptional measures, massive confinements that have brought our economies, our social lives, and more seriously, our freedoms to a near standstill. This pandemic has opened our eyes to the obvious. Our lives
and our health are inextricably linked to the health of our fields, forests, oceans, and fauna. We share our planet with other living beings, and it's time. It's time to stop waging war against nature. It's time for humans to sign an armistice with nature, a peace treaty with our planet for the generations to come. It's time for us to transform the world, just as the previous generation did after the last World War. Inspired by the visionary signatories of the United Nations Charter, it's time to get back to basics, reason, and good judgment. Inspired by these principles, they left us an international order based on rules to promote peace. They built liberal democracies to guarantee the dignity of each individual. They championed the development model based on the freedom to trade and to pursue economic opportunity to ensure prosperity. And these choices have ushered in progress and greater stability. But the world of yesterday is not that of today, and even less the world of tomorrow. Excellencies, ladies and gentlemen, brutal unilateralism too often elbows out multilateralism. The ambition to dominate creates new dependencies and leads to tensions and conflicts. Democracies are under pressure, both from within and from without. Authoritarian regimes, openly or not, meticulously undermine the principles of freedom at home and even beyond their borders. And finally, our model of economic development has run its course. Its flaws are increasingly visible: the extreme exploitation of resources and increasing inequality. We must escape this vicious circle. Excellencies, ladies, gentlemen, we are indeed at an inflection point, and we must ask ourselves, what world do we want for tomorrow? We want a world inspired by wisdom, a world that trusts in science, that guarantees the dignity and freedom of every human being. We want a fairer and a safer world. We want cooperation rather than confrontation, solidarity rather than isolation, transparency, not secrecy. And we want loyalty, honoring our word when our word is given. Mesdames et messieurs, vous pouvez compter sur l'Union européenne en soutenant l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable et en pleine confiance avec le secrétaire général Guterres. Un monde plus juste, c'est un monde où nous sommes tous protégés du Covid-19. L'Union européenne a souhaité soutenir massivement la recherche et développer des capacités importantes de production de vaccins. Nous avons exporté 700 millions de doses dans 130 pays et 3 milliards d'euros ont été investis dans COVAX, mais nous devons le reconnaître. L'écart de vaccination avec les pays en développement n'est pas acceptable et nous devons agir plus vigoureusement encore. Nous avons lancé des projets concrets. 1 milliard d'euros a été mobilisé pour développer des capacités de production pharmaceutique, y compris vaccinale, dans plusieurs pays africains, et nous sommes aussi prêts à soutenir des partenariats en Amérique latine. Enfin, nous savons qu'il ne suffira pas de vaincre cette pandémie-ci. Il faudra prévenir les prochaines et renforcer la résilience du monde entier. Et c'est l'objectif du traité international sur les pandémies que nous avons proposé avec le Dr Tedros Ghebreyesus. Et j'encourage ici chacun à soutenir au plus vite le lancement des négociations. Un monde plus juste, un monde plus sûr, c'est aussi un monde libéré de la menace climatique. Il nous faut des objectifs ambitieux. L'accord de Paris a été une étape majeure et l'Union européenne a été un acteur de poids. Contrairement à d'autres, nous avons tenu bon pour défendre cet accord
Et les 27 chefs d'État et de gouvernement, il y a 2 ans, ont montré le chemin en prenant l'engagement de la neutralité climat en 2050 pour l'Union européenne. D'autres suivent cet exemple et dans ce même esprit, l'Union européenne a décidé de rehausser ses objectifs à l'horizon 2030. On doit bien sûr progresser dans la coopération internationale. Nous pensons que nous devons aller vers la tarification du carbone. Nous l'avons entamé à notre niveau avec le système d'échange d'émissions ETS parce que nous pensons que cette approche stimule l'innovation, produit des résultats et encourage l'économie circulaire. Ensuite, bien sûr, il est impératif de développer davantage les investissements dans le verdissement de l'économie et nous souhaitons pouvoir développer des approches globales pour fixer un cadre réglementaire à la finance verte. Enfin, dans cette Assemblée, nous le savons, tout le monde n'est pas égal dans la course contre la montre du réchauffement. Les pays développés portent une responsabilité particulière pour accompagner les pays en développement. Et depuis la promesse en 2009 et 2010 de mobiliser 100 milliards de dollars annuels pour financer la lutte internationale contre le réchauffement, rares sont ceux qui ont tenu parole. De 2013 à 2019, l'Union européenne et les États membres ont versé 127 milliards d'euros. C'est un tiers du total et nous engageons les autres partenaires, eux aussi, à tenir leurs promesses. C'est une question de confiance, c'est une question d'équité. Mesdames et messieurs, un monde plus juste et un monde plus sûr, c'est aussi un monde en paix. En ce moment même, des femmes sont brutalisées, sont violées, parce qu'elles sont des femmes. Et cette arme de guerre est notamment utilisée dans la Corne d'Afrique, en Éthiopie. Nous appelons à un cessez-le-feu et à l'arrêt immédiat des violences ethniques. L'accès à l'aide humanitaire doit être garanti sans aucune entrave. La pauvreté, le radicalisme sont 2 fléaux qui se nourrissent mutuellement. L'éducation, les services de base, la santé, les infrastructures sont, nous le savons, les meilleurs remèdes contre l'instabilité et contre les dangers qui y sont liés. Au Sahel, l'Union européenne et 9 de nos États membres sont mobilisés auprès des populations pour des raisons de sécurité, de défense et pour l'aide au développement. Mais bien sûr, restaurer l'autorité de l'État, garantir la gouvernance sont indispensables pour engranger des résultats durables. Mesdames et messieurs, chers collègues, la situation nouvelle en Afghanistan est un échec pour la communauté internationale et des enseignements doivent en être tirés. Mais une chose est sûre, la fin des opérations militaires n'est pas la fin de l'engagement européen auprès des Afghanes et des Afghans. Nous voulons éviter toute catastrophe humanitaire, préserver autant que possible les acquis des 20 dernières années, spécialement pour les droits des femmes et des jeunes filles. Dans la région Indo-Pacifique, l'Union européenne est le premier investisseur et l'un des plus importants partenaires commerciaux. 40% de notre commerce y transite. Et nous avons décidé d'y renforcer massivement notre coopération. C'est le sens du partenariat désormais stratégique avec l'ASEAN. La sécurité et la liberté de navigation en mer de Chine méridionale et dans l'océan Indien doivent être garanties conformément au droit international et l'Union européenne est prête à y prendre sa pleine part de responsabilité. Mesdames et messieurs, jamais l'Union européenne ne baissera les yeux face aux violations des droits humains. L'état de droit, la non-discrimination, le respect des minorités, y compris LGBTQI, sont des valeurs cardinales. Et c'est le sens du dialogue droits de l'homme que nous menons avec de nombreux pays dans le monde. Nous défendons fermement nos valeurs, mais bien sûr nous sommes prêts aussi à être engagés et à dialoguer afin de relever les défis globaux comme le climat, la biodiversité ou la lutte contre les pandémies. La paix, c'est bien plus que l'absence de la guerre. La paix n'est jamais acquise, elle se façonne au quotidien, elle se nourrit par les connexions mutuelles entre nos sociétés et plus nous partageons d'intérêts, moins nous entrons en conflit. Les échanges économiques, scientifiques,
culturels, intellectuels sont des ferments puissants pour la stabilité et cela passe par les projets d'intégration régionale ou continentale. Cela passe aussi par les grands partenariats entre ces nouveaux espaces intégrés, que ce soit en Amérique latine, aux Caraïbes, en Asie et aussi en Afrique. Avec nos frères africains, nous travaillons d'arrache-pied pour une nouvelle alliance avec le continent africain. Écoute, respect mutuel, prise en compte des spécificités et des réalités, transparence, gouvernance de part et d'autre doivent en être la marque de fabrique. Nous mobiliserons les secteurs privés pour investir dans les infrastructures et les nouvelles technologies. Nous soutiendrons tous les efforts pour promouvoir l'éducation, parce que l'éducation, c'est le plus sûr levier pour offrir un avenir meilleur. Nos intérêts communs sont un moteur robuste pour faire réussir le nouveau logiciel de notre partenariat. Mesdames et messieurs, l'Union européenne et nos États membres sommes une des principales puissances économiques dans le monde. Et nous sommes aussi le premier sponsor de la paix et du développement durable. Nous finançons, avec les États membres, un quart du budget de l'Organisation des Nations Unies, 30% du budget total de maintien de la paix et la moitié de l'aide au développement mondial. C'est un choix délibéré et c'est un choix cohérent avec notre vision du monde ouvert et interconnecté. Nous avons des valeurs à promouvoir, des citoyens à protéger, des intérêts à défendre, et c'est dans cet esprit que nous développons l'autonomie stratégique de l'Union européenne, y compris dans nos capacités de sécurité et de défense, pour être moins dépendants, pour renforcer notre influence positive et aussi pour consolider notre alliance atlantique. Cette alliance qui est ancrée dans nos valeurs démocratiques et qui est un pilier inébranlable de notre sécurité et de la stabilité dans le monde. Des alliés plus forts font une alliance plus forte dans la transparence et la loyauté. Notre influence positive, nous voulons bien entendu aussi l'approfondir dans notre voisinage immédiat. C'est le sens du partenariat oriental qui est un engagement de long terme avec l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est aussi le sens de notre soutien à la population biélorusse et de notre fermeté vis-à-vis du régime de M. Loukachenko, notamment lorsqu'il tente d'instrumentaliser les migrants comme arme hybride pour déstabiliser des membres de l'Union européenne. Enfin, c'est le sens du travail que nous effectuons afin de resserrer les liens avec les pays des Balkans occidentaux. Le récent regain de violence au Proche-Orient a été un nouveau rappel de la nécessité absolue de reprendre le dialogue pacifique vers la solution à 2 États entre Israël et la Palestine. Mesdames et messieurs, chers collègues, transformer le monde, le rendre plus juste et plus sûr, garantir la dignité de chacun, voilà la promesse, voilà le serment des Nations Unies. Il nous appartient à tous d'être à la hauteur de cet engagement, de cette ambition pour toutes les Nadia Mourad de ce monde et pour les générations qui vont nous suivre. Vous pouvez compter sur l'Union européenne. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the European Council of the European Union for the statement just made, and I request protocol to escort His Excellency.